France en accueillant un trio tricolore incontournable porteur des valeurs du Made in France. Le slip français, le maillot et 1083. Alors, Guillaume Gilbeault, bonjour Guillaume. Bienvenue par ici et merci de vous joindre à nous physiquement cet après-midi. Pour revenir en quelques mots sur votre parcours, vous êtes sorti d'HEC en 2009, suite à quoi la fibre d'entrepreneur vous a rapidement rattrapé. Donc après un an au poste de chef des ventes en enseigne bio, vous fondez Léon Flamme, marque de bagages, puis le slip français qui fête tout juste ses 10 ans. Vous êtes également président de l'association Savoir-faire Ensemble, devenue Façon de faire, qui fait rayonner le savoir-faire des ateliers textiles et habillement français. Il se trouve que parmi les membres du conseil d'administration se trouvent également Thomas Hurier et Martin Brevard. Bonjour Thomas Hurier, bienvenue parmi nous et merci d'être là. Vous avez quant à vous débuté votre carrière professionnelle dans l'informatique, puis, un peu comme Guillaume, rattrapé par la fibre entrepreneuriale, vous avez démissionné et, je cite d'après Le Monde, vous vouliez à votre niveau faire quelque chose pour la planète et contre le chômage. C'est pourquoi vous fondez il y a presque 9 ans, depuis Romans-sur-Isère, une marque emblème du Made in France aujourd'hui, 1083. Et vous avez également lancé l'école du jean à Romans afin de redévelopper le savoir-faire de la confection des jeans. Je m'adresse maintenant à Martin Brevard. Bonjour Martin, bienvenue et merci d'être parmi nous. Martin, vous avez repris il y a 3 ans avec votre associé Le Maillot que vous présidez aujourd'hui. Le Maillot produit depuis 70 ans en France des sous-vêtements de confort et bien-être et détentrice de nombreux labels à ce jour, comme Origine France Garantie, France Terre Textile, Ecotext Standard 100. Et si vous êtes ici aux côtés de Guillaume et de Thomas aujourd'hui, c'est parce que Le Maillot développe des partenariats fructueux avec des marques tricolores fortes, telles que le slip français et 1083. Donc, vous êtes aujourd'hui un exemple, vous incarnez la synergie des acteurs, vous nous avez prouvé qu'on pouvait faire du Made in France, qu'on pouvait s'habiller en Made in France. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment on fait pour aller plus vite et pour répondre à la demande. Voilà, je n'en dis pas plus, je vous laisse la parole et je laisse le public à vos côtés ces 30 prochaines minutes. Merci beaucoup pour cette intro. C'était très, très particulier parce que tu étais juste derrière moi, donc j'ai essayé de te regarder, mais j'avais du mal. D'abord, on vous a préparé une surprise. On s'est dit quand même, je ne vais pas me mettre en slip, je vous rassure. Voilà, on voulait montrer le bleu, blanc, rouge. On s'est dit que ça marchait bien, le bleu, blanc, rouge, mais on ne voulait pas le laisser en continu. Donc voilà, il est là et c'est inversé à l'image. Aïe, aïe, aïe. Bref, en tout cas, voilà, on le porte. Je vais faire le rebond, je vous propose. Je fais le rebond. Comment aller plus vite? Moi, je peux peut-être donner un chiffre parce qu'on a participé dans le cadre de Façon de faire un rapport qu'on a remis à Bercy et au ministère de l'écologie qui disait qu'aujourd'hui, on estime que c'est à peu près 10%, entre 10 et 13% des volumes de textiles consommés en France qui sont effectivement fabriqués en France. Donc, c'est très peu. Et pourquoi, et je te passe la parole, pourquoi Thomas, tu dirais qu'il n'y a que 10% et pas 90%? Et donc, moi, je continue en te posant une question, si j'ai bien compris. Plusieurs choses. Déjà, fut un temps où le Made in France n'était quand même pas très à l'honneur. Et que ce soit au niveau économique, au niveau médiatique, au niveau politique, c'était vraiment quelque chose d'enclavé. Depuis plusieurs années, on voit que ça s'ouvre. Et là, avec la crise du Covid, on voit que vraiment, il y a une accélération vers le changement de consommateur et le changement de perception du Made in France qui fait que déjà la demande augmente énormément. Et en parallèle de cette augmentation de la demande après ce long creux de la vague des années 2000-90, on voit que l'industrie s'est vraiment effondrée aussi. Il y a eu beaucoup d'années de perte d'emploi dans le textile français. Ça fait que 2 ans, je crois, que l'industrie textile française recrée de l'emploi. Et donc, en effet, aujourd'hui, on arrive à un moment déclic où la hausse de la demande et la hausse de notre confiance en notre filière textile fait que du coup, on est en passe de changer d'échelle. Alors, rien n'est gagné, il faut battre le fer tant qu'il est chaud, mais mine de rien, il y a énormément de défis à mettre en œuvre. Et donc, je vais profiter de cette ouverture pour demander à Martin quels sont les défis, par exemple, qu'a l'industrie textile en elle à surmonter. Et j'alimente la question en passant le micro. Est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, un défi de recrutement pour arriver à trouver, fabriquer plus vite et recruter des gens? Ça en fait partie, effectivement. Je dirais que d'abord, la grande chance, c'est qu'aujourd'hui, il existe le greenwashing et le French washing, et qu'en fabriquant localement, on représente l'original. Donc, ça signifie du sens et du concret et du fond. Et donc, ça, c'est très important, effectivement, pour recruter. C'est d'être aligné sur le sens et le message apporté. Quoi de mieux que de fabriquer localement avec
des matières locales. Ça aussi, c'est un vrai défi, c'est de trouver des matières locales où aujourd'hui, on sait que c'est le vrai défi du slip qui est déjà en avance, mais qui a 1% de matière française. Et voilà, il y a une longue route à faire. Mais effectivement, c'est le recrutement. Et le recrutement, c'est attirer. Les planètes sont alignées, comme tu disais, Thomas, ça fait 2 ans qu'on sent vraiment une accélération. Et depuis le Covid, c'est assez fulgurant. Des personnes qui souhaitent aujourd'hui avoir du sens, et le salaire n'est pas forcément le premier critère de choix. Et c'est une chance aussi pour l'industrie et le textile, parce qu'on n'est pas réputé pour avoir des hauts salaires, ou en tout cas pas encore maintenant. Un exemple concret, chez le Maillot, on a la chance d'avoir aujourd'hui 5 personnes qui sont en alternance, 5 personnes qui ont entre Bac+3 et Bac+5 et qui prennent des cours et une formation chez le Maillot pour devenir couturière. Je trouve ça assez courageux. Donc effectivement, le recrutement et le savoir-faire, c'est un vrai défi, parce qu'on a un métier de forgeron. Alors, quand on forme en interne, c'est très lent et ça prend énormément de temps, et on n'est pas très agile, parce qu'une nouvelle couturière, il faut 3 nouvelles couturières pour remplacer une couturière qui part en retraite. Donc, c'est de faire ensemble, et de pouvoir s'entourer. Nous, chez Le Maillot, on adore effectivement d'avoir des clients qui nous challengent, et qui de mieux que le slip et 1083 avec vraiment les valeurs incarnées. Mais c'est également vrai, évidemment, par les salariés, par le territoire également, la région, et également les fournisseurs. Donc voilà, et après, du coup, nous, le Maillot, on se dit pourquoi pas essaimer, donc d'avoir des couturières qui puissent monter leur propre atelier de confection et les aider. Évidemment, travailler et faire des acquisitions d'autres ateliers, ou partager, ce qui est le cas aujourd'hui avec notamment Fashion Green Hub qui nous accueille aujourd'hui. Fashion Green Hub qui a lancé l'atelier Agile, et avec une innovation pour une fabrication de chaînes en petite série à la demande. Et là, plutôt que de prendre le risque et d'y aller tout seul, on le fait avec 2 industriels, Tissage de Charlieu et le Maillot, et 2 enseignes, Adi Group et Blanche Porte. Et évidemment, Fashion Green Hub et la région derrière. Du coup, on prend moins de risques et on peut tester et valider un petit peu en mode start-up, comme on a fait pour les masques avec Façon de faire, par exemple. Je me permets de rebondir. Du coup, je pense que donc il y a ce sujet de recrutement qui est hyper important chez tout le monde. L'école du jean, chez toi, tu formes en interne. On le voit bien, tous les ateliers essaient de recruter et de former. Pour donner un ordre d'idée, aujourd'hui, il y a entre 8 et 9 000 offres d'emploi pour des jobs textiles en France qui ne sont pas pourvus, parce que c'est un métier qui est difficile, sur lequel, voilà, tu disais, c'est courageux, et c'est vrai, c'est une réalité. Du coup, aujourd'hui, il y a la demande. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui veulent fabriquer localement en France. Et je pense que ce qui fait partie du déclic aussi, c'est que peut-être que ces 10-15 dernières années, c'était quelque chose d'un peu dogmatique, de dire on veut fabriquer en France, un peu patriotique, un peu défensif, alors qu'en fait, aujourd'hui, c'est juste du bon sens, parce que c'est local, et donc c'est un meilleur impact carbone, et donc ça fait travailler les circuits courts. Et je pense que ça, c'est important aussi, je pense, dans l'effet d'échelle du déclic. Et du coup, je pense qu'entre tout ça, un côté recrutement sur des métiers qui existent déjà, et un vrai côté d'innovation, et tu parlais de collectif, et je pense que c'est une des clés aussi. On le voit bien aussi dans Façon de faire et tous les gens avec qui on travaille, ça reste quand même des petites unités. Aujourd'hui, il n'y a pas de grosses unités industrielles qui ont vraiment des grosses capacités à faire des investissements lourds. Et moi, je trouve que l'exemple, par exemple, de Chamatex dans l'Ardèche, qui vient d'ouvrir l'usine 4.0, et moi, j'y suis pas allé, mais une partie de l'équipe, j'y suis allé avant qu'elle soit inaugurée, je l'ai vue, et mon équipe est allée à l'inauguration. C'est l'usine de chaussures la plus innovante au monde, et elle est dans l'Ardèche, en France, parce qu'ils ont fait un consortium entre Chamatex, Siemens, Millet et Babola, je crois, et 2-3 autres, des marques, des distributeurs, des fabricants. Avec le plan de relance, ils ont réussi à mobiliser quelque chose comme 10 ou 15 millions d'euros pour lancer ce projet en collectif, en prenant chacun moins de risques et en donnant la possibilité d'aller chercher une vraie innovation. Et dans l'innovation, il y a toujours cette idée de, est-ce que quand on va automatiser, parce que c'est ça dont on parle, est-ce qu'on va détruire des emplois, dans l'idée de se dire, OK, on met une machine là où avant, il y avait peut-être du travail à la main. Moi, je crois, et peut-être c'est la façon de te passer la parole, que il faut faire les deux. D'une part, il faut, sur des produits comme le jean qu'on va fabriquer à la main, valoriser et que la personne le fabrique de bout en bout, mais en même temps, sur des produits plus de volume, sur la chaussette, comme ça existe déjà, sur le bonnet, peut-être sur les chaussures, de se dire qu'on va automatiser, ramener des volumes, créer d'autres types d'emplois peut-être un peu plus formés et un peu moins manuels, et que les deux se nourrissent, et que ça permettra de faire monter ce 10% de produits fabriqués en France, et par le recrutement sur des métiers plus traditionnels, et par l'innovation en même temps. Qu'est-ce que tu en penses ?
Eh ben, je suis tout à fait d'accord. En effet, il y a une nécessité d'automatiser ce qu'on peut automatiser. Déjà, ces tâches automatisables, ce pas forcément les plus intéressantes. Donc, ce pas celles sur lesquelles le savoir-faire est le plus gratifiable, en quelque sorte. Et pour moi, le sujet vraiment qui est derrière l'automatisation, ce n'est pas pour ou contre l'automatisation. Le vrai sujet, c'est le partage de la richesse. C'est-à-dire que si on est dans une société qui automatise beaucoup, alors il faut partager la richesse différemment. Mais évidemment qu'il faut aller vers plus d'automatisation si on veut retrouver des volumes de production et des usines en France. Après, le deuxième axe dont tu as parlé et sur lequel je te rejoins, c'est la puissance de la coopération. C'est-à-dire que chacun avec nos petits bras, on ne fera pas grand-chose. Et si on veut vraiment changer d'échelle, si on veut trouver des nouveaux marchés, si on veut rendre plus accessible et plus massif la production locale, il faut coopérer. Il faut coopérer entre fabricants et marques, entre marques et distributeurs, entre marques et fabricants, et même entre marques et marques, entre fabricants et fabricants, et entre distributeurs et distributeurs, tellement il y a de complémentarité, de volumes cumulés qui peuvent permettre d'atteindre des volumes suffisants pour réinvestir. La France a un peu oublié d'investir dans le textile, à quelques rares exceptions près, dans les années 2000 et 2010. Aujourd'hui, on sent qu'on est en mesure de le faire, on a confiance en nous, en nous-mêmes. Et donc, pour le faire, on voit qu'il y a les pouvoirs publics avec nous, il y a quand même le plan de relance dont on est nombreux à avoir bénéficié. C'est notre cas pour Tissage de France, où l'atelier de confection de jeans qu'on monte, il est soutenu par le plan de relance. Donc, on sent vraiment que toutes les planètes s'alignent. Après, à nous de bien nous entendre, en quelque sorte, pour faire de cette opportunité vraiment un changement d'échelle. Et quand je vois des pays comme l'Italie, l'Allemagne, l'Autriche, l'Espagne, le Portugal, qui sont quand même relativement forts en textile, en tout cas beaucoup plus que nous, et qui ne sont pas pour autant des pays du tiers-monde, je me dis que eux, ils arrivent par la coopération, par leur culture d'association, à exister et à se développer et à investir. Nous, depuis quelques décennies, on était un peu en retard. Et effectivement, quand on visite certaines de nos usines, ce n'est pas le top du top. Et nous, on le vit avec Tissage de France. Pour autant, on est capable de réinvestir à zéro sur des usines modernes. Et c'est vraiment des opportunités de sauter des caps. Donc, il y a les enjeux de la confection dont tu parlais avec l'enjeu de recrutement. Un des énormes enjeux industriels sur lequel la France a une véritable opportunité, c'est l'économie circulaire, c'est-à-dire recycler en France, filer en France et bien sûr tisser, teindre, confectionner en France des produits. Parce que là, on aura une boucle totale dans l'économie circulaire qui permet de créer des emplois non délocalisables. Et ça, en fait, personne ne le fait vraiment. Donc, à nous de faire le rebond. On a certes loupé quelques coches dans les années 2000 et 2010, mais rien ne nous empêche de choper les bons créneaux sur ces espaces-là. Et d'ailleurs, c'est un moyen aussi de te redonner la parole, c'est sur les enjeux d'économie circulaire, il y a des exemples très concrets sur lesquels on bosse tous, mais peut-être tu peux citer les exemples de ton travail avec les chutes, etc., que vous mettez en place chez Le Maillot, qui sont source d'emplois en France, puisque du coup, c'est effiloché en France, puis filé en France, puis tissé en France, donc tout ça, c'est des emplois français. Effectivement, nous trois, on a la chance de produire 100% en France. Donc, en fait, qu'est-ce qui va différencier dans l'avenir? C'est la matière. La quintessence, c'est effectivement d'avoir l'origine des matières françaises. Donc, il y a des filières qui se mettent en place, comme le lin ou le tricolore, et effectivement aussi le recycler. Chez nous, en tout cas, la première marge de manœuvre chez Le Maillot, c'est on découpe des matelas de tissu avec presque 50 épaisseurs de matelas parfois, et il y a entre 15 et 25% de chute. Donc, on va trier ces matières. Et alors, sur des matières qui sont plutôt brutes et 100% uniques comme le coton, on va les mettre de côté. Et on a lancé notre fil pur au salon du Made in France au Carreau du Temple dernièrement. Donc, c'est un mélange de 30% de nos chutes de coton recyclées avec 30% de coton bio et un tiers de tencel. Donc ça, c'est vrai que c'est, en tout cas chez nous, c'est un premier gisement. Et ce qui est intéressant finalement, c'est ce que je veux dire aussi, c'est que finalement, le plus important, le pouvoir, en fait, aujourd'hui, on sent vraiment qu'il y a une énergie sur la fabrication et une demande sur la fabrication locale, mais c'est avant tout grâce au consommateur. Et à partir du moment où le consommateur décide par ses actes d'achat, d'acheter du local parce que c'est mieux pour l'environnement, ça crée de l'emploi, on arrive à montrer qu'on peut diviser par 3 l'impact carbone par rapport au grand import. Après, à côté, nous, les marques et industriels, on se met en place et on collabore parce que on est rassuré finalement, on est serein sur l'avenir. Et il y a des écoles de confection comme l'EPIC qui peuvent se lancer. Et puis, on peut se partager le business parce que quand on arrive à avoir des fondamentaux avec le voyant vert, eh ben, on prend plus de risques et on est en confiance également. Et la confiance est très, très important
pour avancer ensemble. Pour rebondir sur les consommateurs, et c'est sûr qu'on est tous à la fois et voilà, entrepreneurs mais consommateurs aussi. Et je pense que en ce moment, donc pour ceux qui l'ont peut-être loupé, il se passe vraiment un truc sur le prix des matières premières, sur le transport. Et donc nous, on va être plutôt favorisés parce qu'on fabrique localement. On est pénalisé sur la hausse des matières premières, et ça, c'est un vrai sujet de fond en ce moment parce que voilà, elle ne vient pas de France, elle coûte, on pose pas en France, donc ça nous coûte plus cher de faire venir les matières. Mais sur la partie confection, et voilà, nos produits sont fabriqués ici, donc on sera moins gêné. Et je pense que ils annoncent quand même pas mal de ruptures de stock sur beaucoup de choses sur la fin d'année, notamment à Noël. Et je pense que c'est l'occasion pour nous tous consommateurs de se dire, bah, OK, peut-être que j'avais l'habitude d'acheter ci, d'acheter ça pour Noël ou faire mes choix dans cette marque-là. Et en fait, si le produit peut être en rupture de stock, vous ne le trouvez pas, ben, ça veut dire qu'en fait, il a été fabriqué loin et qu'on n'a pas pu l'acheminer jusqu'à vous. Donc, je pense que ça peut permettre aussi de passer un déclic et d'aller plus loin dans une démarche de fabrication, enfin, de consommation locale. Et c'est l'occasion de se renseigner. Voilà, Noël approche, on sait que c'est tous un grand moment de consommation. Et c'est important de se poser les questions-là en tant que consommateur. Je ne sais pas si tu vas rebondir sur ça. Je ne sais pas combien de temps il reste. Là, on peut parler 10 heures comme ça. Hein, mais non, mais simplement pour rebondir sur ce que disait Martin sur la coopération. Quand tout va bien, c'est facile d'être copain. Et quand tout va mal, c'est facile de se taper dessus. Et du coup, quand tout va bien, c'est bien de construire les conditions, d'être résilient pour quand ça ira mal. Parce qu'il y a des moments où le textile français va reconnaître de nouveau des moments difficiles. Et là, rien n'est gagné en plus. Hein. Donc, on a vraiment un enjeu de travailler nos complémentarités. Et c'est par la communication des autres qu'on va construire quelque chose de robuste où on ne se marche pas dessus parce qu'on communique ensemble. On fait des produits complémentaires. Par exemple, vous ne verrez pas de slip et de chaussettes chez 1083. Si on en faisait, on en vendrait plein. Mais en fait, ce n'est pas structurant pour notre marché. On n'a pas à se mettre là-dessus. Ça handicape les copains. On n'a pas d'histoire là-dessus, pas de valeur ajoutée. Donc, à quoi bon le faire? Donc, on ne le fait pas. Ce serait une opportunité à court terme pour 1083, très certainement, mais c'est des structures à long terme, donc on ne veut pas le faire. Et en fait, ça marche aussi au niveau industriel. C'est-à-dire qu'entre tissages, on essaye de plus en plus de communiquer les uns les autres, entre Tissage de France et nos confrères tisseurs, pour dire, ben voilà, tiens, c'est quoi, sur quoi tu veux te développer? Ah, ok, moi, c'est plutôt là-dessus. Et ben du coup, si j'ai des clients qui viennent sur ton besoin, et ben ok, je te les communique, et toi, vice-versa. De telle sorte qu'en fait, au lieu de créer une équipe de gens moyens qui disent vouloir tout faire ou savoir tout faire, et ben, on crée des spécialistes qui sont performants dans le domaine d'activité et qui coopèrent ensemble, c'est-à-dire qu'ils se donnent du business quand il y a des produits qui ne les concernent pas, et surtout quand l'un ou l'autre manque de charge, parce que parfois ça arrive, et ben, comme on communique et comme on a des liens constructif, eh ben, on aide le copain. Et ça, je pense que c'est très important. Et c'est pas du tout de la naïveté, c'est pas du tout de l'utopie, c'est juste beaucoup plus performant. C'est ce que font les Italiens, c'est ce que font les Portugais, c'est ce que nous, bêtement, on ne fait pas. De la même manière, quand on a des gros clients dans nos usines, hop, en France, la nature, c'est hop, on le garde pour moi, surtout pas dire avec qui je travaille pour pas qu'on me le pique. Sauf que nous, tous entrepreneurs, on connaît des moments dans la vie de son entreprise où, quand on est petit, on a un banquier. Et puis, à force de grandir, le banquier dit « Oh là là, mais 1083, super, bravo, vous grandissez. Donc, en fait, vous devenez trop important chez moi. Si vous avez un couac, bah, ça va avoir trop d'influence chez moi. Donc, je préfère, moi, votre fournisseur d'argent, en quelque sorte, que vous ayez un deuxième fournisseur d'argent. » Et donc, les champions du capitalisme partagent le risque à mesure qu'on grandit. Et ben, le textile français ne sait pas faire ça aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on protège tous nos gros clients. Et du coup, ben, ça représente des parts de production très importantes, 20, 30, 40%. Et si jamais ce client s'arrête ou a des difficultés, et ben, du coup, ça entraîne toute la chaîne en amont de ce client-là. Et c'est ce dont il faut sortir. Donc, ça demande à communiquer, à échanger, à donner un peu de soi pour dire quels sont ses plans stratégiques pour que nos copains fassent de même, et ainsi qu'on crée une forme d'assurance collective de nos business respectifs en se spécialisant en complémentarité les uns des autres et en partageant au fur et à mesure le risque sur nos clients principaux pour du coup ne pas avoir nos œufs dans le même panier. Voilà un peu ce qu'il faut construire pour que, en plus que notre industrialisation s'accélère, elle s'accélère de manière durable et robuste. Non, c'est une très belle démonstration, Thomas. Je pense que tu mets vraiment les avantages sur le local, en fait. La mondialisation met dans le brouillard, en fait, toute la chaîne d'acteurs et on est anonyme. Et c'est très facile, d'ailleurs, de sous-traiter pour baisser les coûts. Le plus compliqué, et finalement, c'est le vrai avantage du local, c'est qu'on se connaît. Parce qu'on fait partie de la même chaîne de valeur et du client jusqu'à la matière première, on a forcément intérêt de se serrer les coudes et on veut participer aussi à cette transition d'une manière massive et rapide pour une relocalisation et que ce soit vraiment vertueux pour l'emploi et l'environnement. Et du coup, on va se partager les bonnes idées.
Et c'est vrai que quand c'est plus dur pour l'un ou l'autre, eh ben, on n'a pas honte de se le dire, de s'appeler et de partager, et même de partager la connaissance, en fait. Et la connaissance, quand elle se partage, elle se multiplie. Et c'est vrai que c'est une vraie chance. Peut-être pour conclure, si on est arrivé au bout, je pense que, je ne sais pas comment vous le ressentez, mais le Covid et la mobilisation pour les masques, moi, je pense que c'est quand même un élément déterminant de notre filière, c'est qu'on est revenu sur le devant de la scène en étant utile dans un moment compliqué pour notre pays. Et voilà, il y a eu une prise de risque collective de la filière qui s'est mobilisée de façon assez unanime. Et je pense que ça a revalorisé ce travail, l'intérêt du local. Et du coup, je crois qu'on est tous conscients qu'il y a un moment là de déclic qu'il faut bien capitaliser en étant lucide sur les risques potentiels. Mais on est dans un moment assez enthousiasmant pour notre filière et il faut capitaliser sur cette belle énergie. Moi, j'ai été frappé de voir pendant le Covid, il y a beaucoup de boîtes historiques du secteur qui pourtant ont découvert d'autres confrères qui ne connaissaient pas parce que un peu chacun dans son coin, en fait, on s'est mis un peu sur les mêmes outils, sur des boucles WhatsApp, des boucles Telegram. Et en fait, ça crée un effet d'entraînement. Et je pense que c'est hyper enthousiasmant et positif pour la suite. Donc, à nous de bien le faire grandir. Il y a une question ? Alors, une question a été adressée à Martin. C'est est-ce que le fil issu des chutes offre-t-il des caractéristiques de durabilité 100% identiques au coton conventionnel ? Alors, je dirais on n'a pas testé, pour être honnête. En théorie, je dirais non, parce qu'on va venir effilocher 30% de nos chutes. Donc, effilocher, ça veut dire qu'on va les rendre plus petites, les fibres, et du coup, c'est moins solide. Maintenant, c'est aussi pour ça qu'on reste uniquement à 30% pour le mélanger avec des fibres nobles, du coton bio de fibres et également du tencel. Donc, nous, on a plutôt tendance à dire tout ce qui est jeté doit être. On doit jeter le moins possible, on vise le zéro déchet. Donc, c'est une partie de la solution, mais ce n'est pas la solution complète. Après, il y a également le mode de consommation, consommer moins mais mieux, et d'avoir finalement l'idéal, à mon sens, en tout cas, le vêtement le plus durable, c'est un vêtement avec des matières locales, biodégradables, avec le moins d'impact carbone. Et du coup, ça, quand il est usé, c'est fini, mais on a créé de l'emploi, mais on ne crée pas de pollution. Chacun un mot ou c'est pas mal. Moi, je dis un mot, c'est panache. Forcément, vous m'avez bien charrié là-dessus ce matin. Donc. Moi, je dirais relocalisation, hein, c'est notre marotte chez 1083. Donc, comme il n'y a pas d'issue, en plus, il y a plein de fins, il n'y a pas de fin. Du coup, c'est vraiment le but de relocaliser au maximum chacune des étapes de nos filières, quels que soient les produits que l'on fait. Beaucoup plus qu'un mot. C'est beaucoup plus qu'un mot, mais je pense ensemble, effectivement, ça revient. C'est ensemble, on a beaucoup plus d'antennes et donc on dilue le risque. Et le jour où il y a une crise, on peut sentir des signaux avant-coureurs, en fait, des signaux faibles. Et du coup, c'est le synonyme de résilience.